Bonsoir à tous. Je me présente, je suis juriste élève avocate, membre de l'association Notre Affaire à tous depuis à peu près 1 an. Et avant même de rejoindre l'association, j'étais moi-même concernée par ce scandale parce que j'ai grandi à Bourg, donc pas si loin d'ici. Et mes 2 parents ont travaillé dans la vallée de la chimie. Pendant plusieurs années, je ne dirais pas pour quelles entreprises, mais je me sens particulièrement concernée. Et donc en fait, j'ai travaillé l'année dernière dans le cadre d'un stage pour le cabinet Kaizen Avocat qui portait l'action, le référé pénal environnemental contre Arkema. En fait, l'étude de la vallée de la chimie a commencé en 2020, où le cabinet Kaizen Avocat et la clinique de Sciences Po Paris se sont mis à étudier la réglementation ICPE qui s'imposait aux entreprises de la vallée de la chimie. Donc, réglementation ICPE pour installation classée protection de l'environnement, c'est la réglementation spécifique qui s'applique aux entreprises et aux sites susceptibles d'avoir des impacts sur l'environnement et sur la santé. Et en fait, donc, à ces entreprises-là s'applique une réglementation spécifique et plus ou moins régulièrement, il y a des inspections, des contrôles sur les sites pour voir si l'entreprise se conforme à la réglementation qui s'applique à elle, et donc en termes de sécurité des salariés, de rejet dans l'environnement. Et en fait, déjà en 2022, donc, l'association Notre Affaire à tous et ses étudiants ont constaté qu'il y avait déjà un certain nombre d'infractions concernant 2 entreprises en particulier, Arkema et Elkem. Et avant d'avoir connaissance du scandale perfluoré, on avait déjà connaissance d'un certain nombre de non-conformités ICPE. Et sauf que l'enquête journalistique est arrivée en mai 2022 et l'association a essayé d'intégrer justement cette problématique dans le référé. Donc là, c'est la photo qui date de mai 2022 avec le premier dépôt du référé pénal environnemental. Donc, référé pénal environnemental, c'est un mécanisme qui existe dans le Code de l'environnement, qui mêle à la fois droit de l'environnement et droit pénal, qui est très particulier. C'est un référé, donc c'est une procédure qui se veut rapide et qui permet au procureur de la République de saisir le juge de la liberté de la détention, qui peut ensuite ordonner un certain nombre de mesures utiles s'il constate une infraction au droit de l'environnement, et notamment au droit des ICPE, donc à la réglementation qui s'impose notamment à Arkema. Et ces mesures utiles peuvent aller par exemple jusqu'à la cessation des activités qui sont à l'origine des atteintes à l'environnement. Donc 2022, on n'a pas eu de suite à ce premier référé, et on a travaillé ensemble avec les associations qui se sont jointes ensuite à la procédure et avec les particuliers. On a voulu intégrer cette problématique et vraiment la mettre au centre de notre plainte contre Arkema. Et on a étudié en fait dans la réglementation si on pouvait faire en sorte de pointer du doigt des non-conformités ICPE concernant les perfluorés, sachant que les PFAS n'étaient pas réglementés dans la loi française avant, en fait ne l'est toujours pas vraiment, on a pu le soulever juste avant. Mais donc on essayait en fait de raccrocher ces non-conformités à la pollution PFAS, et ce qu'on a constaté en fait, c'est que dès les années début des années 2010, donc il y a un premier rapport de l'ANSES qui parle du fait que les perfluorés, met en avant le fait que les perfluorés sont des substances qui s'accumulent dans l'environnement. Et en fait, dans les rapports d'inspection d'Arkema, il y avait cette problématique, cette obligation déjà de surveiller les substances susceptibles de s'accumuler dans l'environnement. Donc les PFAS n'étaient pas
proprement désigné, mais on parlait de substances qui s'accumulaient dans l'environnement. Et il y avait cette obligation depuis 2006 qui s'appliquait à Arkema. Et en 2013, en 2015 et en 2017, l'inspecteur de l'environnement a constaté qu'Arkema n'avait pas effectué cette obligation, n'avait jamais surveillé ne l'avait pas fait jusqu'à 2015. Et il a dit dans son rapport, on constate qu'Arkema n'a pas surveillé ces substances-là qui rejettent dans les sédiments, dans les eaux, dans la faune et dans la flore. Donc il faut que l'Arkema le fasse. Donc Arkema l'a fait une seule fois, en 2016, alors qu'il était censé le faire tous les ans. Et ensuite, a arrêté de le faire. Donc il y a eu, en 2017, l'inspection a de nouveau rappelé à Arkema de le faire. Et donc c'est là-dessus, en fait, qu'on s'est basé pour dire, il y a clairement une infraction au droit des ICPE, parce qu'il y avait des obligations qui s'appliquaient à Arkema de surveiller ces rejets de PFAS dans l'environnement. Arkema n'a pas fait. Et sur ce fondement, on demande en fait au procureur de la République de saisir le juge pour que le juge ordonne de mettre un terme à ces atteintes à l'environnement, notamment le fait que Arkema était toujours autorisé à rejeter des PFAS dans l'environnement. Donc il y a eu un arrêté préfectoral en septembre 2022 qui a commencé à imposer des seuils de diminution des rejets du 6,2 FTS dans l'environnement, mais on estimait que pourquoi est-ce qu'il était toujours autorisé, même si c'était à hauteur de 60 kg par mois, puis diminution, pourquoi il était toujours autorisé à le faire, pourquoi cette autorisation. Donc on a demandé à ce que le juge ordonne la cessation des rejets polluants dans le Rhône, et surtout, plus important encore, c'est qu'on a demandé à ce que Arkema finance une étude sur la contamination de la région, donc à la fois la contamination des gens, des requérants, mais pas que. On souhaitait que des riverains, des salariés puissent avoir des tests sanguins pour qu'on se rende compte en fait du niveau de contamination des gens, mais aussi des prélèvements dans les sols, dans l'eau, dans les écoles, dans l'air, un certain nombre de prélèvements. Mais le plus important, c'est qu'on voulait que le principe du pollueur-payeur s'applique, donc ce ne soit pas aux frais du contribuable de la métropole, des riverains, de faire ces études, parce qu'on n'est pas responsable de cette contamination, et on voulait vraiment que ce soit le pollueur de payer pour que ces études soient faites. Donc on a été rejoint par de nombreux requérants, au total 47 requérants individuels et 11 associations. On a attendu longtemps pour avoir une première décision, donc on a déposé ça le 25 mai 2023, et seulement en octobre que le procureur a décidé de transmettre la requête au juge, parce que le procureur a estimé que la requête était sérieuse et qu'il fallait se prononcer sur cette question. Malheureusement, on n'a pas eu, donc le juge n'a pas fait droit à nos demandes. Donc il a estimé que cette demande était recevable, c'est-à-dire que c'était la première fois en France qu'un juge se positionnait sur la question, prenait la question des PFAS, que cette question était arrivée au prétoire. Malheureusement, il n'a pas fait droit à nos demandes parce que les études qu'on demandait à faire, il estimait que la DREAL avait déjà imposé ce genre d'études depuis 2022 et qu'il estimait que c'était pas la peine d'en mener davantage. Et globalement, toutes les infractions qu'on avait relevées, et notamment, j'ai oublié de la mentionner, mais le fait que Arkema lui-même avait fait obstruction en 2011, et ça c'est écrit dans un rapport de l'ANSES, Arkema lui-même avait bloqué un contrôle sur son propre site, notamment sur un point qui pouvait être pertinent pour relever la présence de PFAS. Donc Arkema a fait quand même de l'obstruction à l'obtention de preuves, c'est ce qu'on a révélé dans notre requête. Mais en fait, toutes ces non-conformités
au droit des installations. Le juge a estimé qu'elle n'était pas ou plus d'actualité, donc il n'avait pas, il n'y avait pas lieu de faire de dénoncer ces mesures utiles. Donc on a décidé de faire appel et on a de nouveau été très déçus de la décision du juge parce que là notre requête n'a même pas été recevable puisque dans le texte même de l'article sur le référé pénal environnemental, il est dit que seules les personnes concernées peuvent faire appel de la décision. Et on ne savait pas si ces personnes concernées étaient en fait les requérants ou la personne ou Arkema. Et le procureur général près de la cour d'appel s'est mis de notre côté en disant les victimes et les associations peuvent aussi faire appel. Et en fait, le juge a retenu que seul Arkema pouvait faire appel de la décision. Et vu qu'Arkema, la décision allait dans le sens d'Arkema, Arkema n'a pas fait appel de la décision. Donc ça n'a pas abouti. Et puis on va aller en cassation. C'est encore en cours. On n'est pas encore allé devant la Cour de cassation. Malheureusement, ça veut dire qu'une procédure qui se veut urgente va mettre énormément de temps à aboutir. Donc, puisque si ça va devant la Cour de cassation, potentiellement ça repasse devant le juge d'appel ensuite pour que ce soit jugé au fond, et ça peut encore prendre plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas. Donc malheureusement, nous qui avions espoir dans un mécanisme qui a fait ses preuves, qui est un mécanisme qui a été très peu utilisé, mais quand il a été utilisé, il a fait ses preuves, et ça peut être vraiment un outil efficace. Ça n'a pas marché. Donc on baisse pas les bras, on continue. Et sachant que, en fait, pour avoir moi-même étudié la question, je me suis penchée sur le contentieux en Europe et aux États-Unis, et j'ai vu que donc la problématique des perfluorés est arrivée devant le juge bien plus tôt qu'en France. Dans ces pays-là, aux États-Unis, les premiers procès qui ont accordé des dédommagements pour les victimes, ils datent les premières procédures datent du début des années 2000 et les procès datent plutôt des années 2015 où il y a des victimes qui se sont vues allouer d'énormes sommes de dédommagement. Actuellement, en Europe, en Belgique, l'année dernière, il y a eu une famille qui a été dédommagée. Donc, en observant tout ça, je sais d'avance que la question se posera aussi en France, c'est que potentiellement, si on veut que le pollueur paye, il y a aussi ces recours en responsabilité qui peuvent arriver devant le juge. Et il faudra à terme que le juge se saisisse de cette question. Et malheureusement, en France, on souffre, je pense, d'un manque d'acculturation des juges et des professionnels du droit en général aux questions de pollution et de santé environnementale. Et rien que le fait que ce soit au juge des libertés de la détention de se prononcer sur des questions de pollution, ça pose question parce que c'est un juge qui traite de questions carcérales, d'incarcération des personnes, de mise en liberté. Donc c'est pas quelqu'un qui a été formé sur le traitement des pollutions chimiques. Donc voilà, il va falloir que les juges se saisissent de cette question et on espère qu'on aura des décisions positives dans l'avenir très proche, même si malheureusement la vitesse de la justice, le temps de la justice ne s'accorde pas très bien avec le temps de la pollution et de l'impact sur les populations. Donc ça, c'est l'aspect judiciaire de notre association. Et il y a aussi l'aspect citoyen où on essaye de... En fait, notre affaire à tous a à cœur de voir un jour se créer un institut éco-citoyen, à l'image d'autres instituts qui existent en France, notamment celui de Fos-sur-Mer, mais aussi un qui a été créé dans les Alpes plus récemment.
Donc il y en a plusieurs qui sont en train de se créer en France sur ces problématiques de traitement des pollutions. Et ce qu'on aimerait, c'est pouvoir créer un institut indépendant qui mettrait autour de la table des chercheurs, des scientifiques, des citoyens pour essayer de justement établir une sorte de vigie environnementale où on se pencherait sur la réglementation ICPE, où on essaierait de se saisir de ces questions-là et que ce ne soit pas juste quelque chose d'abstrait qui éloigne les citoyens de ce qui se passe sur les sites industriels, parce qu'on fait le constat qu'il y a quand même un manque de transparence, notamment sur ces questions de pollution et de santé environnementale, et alors que ce sont des questions fondamentales dont tout le monde devrait se saisir. Donc on essaye aussi de sensibiliser les citoyens à cette question et de créer ces mouvements citoyens pour que tout le monde puisse participer à la lutte contre les pollutions chimiques et surtout à la protection de la santé environnementale. Voilà, je vous remercie. Bonsoir à toutes et tous. Alors, donc, je suis Anne Grandperrin, vice-présidente de la métropole chargée du cycle de l'eau. Je suis également présidente de la régie Eau publique du Grand Lyon, qui vous amène votre eau potable sur l'ensemble des communes de la métropole, donc très concernées par cette problématique. Alors, la métropole s'est très rapidement saisie de cette problématique, qu'elle a appris, comme tous les citoyens, par le reportage de Vert de Rage. Pour quelles raisons elle l'a appris à ce moment-là? Ça me amène à vous parler un petit peu des compétences métropolitaines. Concernant l'eau, la métropole est compétente pour contrôler tous les rejets qui transitent par ces réseaux donc d'eau usée, notamment, et à ce titre-là, elle a la compétence de la police de l'assainissement. C'est l'État, en réalité, qui délivre les autorisations et qui assure la surveillance des rejets dans les milieux naturels. Donc nous n'avons aucun regard, nous, sur tout ce que les entreprises, tout ce que les industries rejettent au milieu naturel. Et les entreprises dont nous avons parlé, enfin la plateforme de la vallée de la chimie en général, rejettent donc ces effluents directement dans le fleuve. Donc on a appris, comme tous les citoyens, le niveau de pollution, la pollution et donc le niveau de pollution qui impactait l'ensemble de nos ressources et du secteur, et sol, air, eau, et qui impactait donc la ressource en eau potable qui est produite par le champ captant de Ternay. Le champ captant de Ternay, il alimente donc 3 communes, Givors, Grigny, Solèze, qui font partie de la métropole, plus les communes dont Louis Delon vous a parlé également, qui sont autour de ces communes-là. Donc, nous avons décidé très rapidement de mettre en place une stratégie offensive qui dépasse en fait les compétences métropolitaines. Nous avions à trouver des solutions pour l'eau potable. Nous étions devant un sujet que nous ne connaissions pas, avec des problématiques qui concernaient un autre syndicat, donc qui n'était pas au public du Grand Lyon, puisque le public du Grand Lyon dessert avec sur l'ensemble des autres communes de l'eau du champ captant de Crépy-Charmy, comme il a été mentionné plusieurs fois. Ce champ captant de Crépy-Charmy, qui est au nord de Lyon, au niveau du grand parc de Miribel ou de Jonage, dans une zone Natura 2000, est une eau d'excellente qualité, filtrée par les sédiments de Rhône. Je ne peux pas vous dire qu'il n'y a pas de perfluoré dedans, parce qu'on en trouve des traces, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on trouve au sud de Lyon, donc dans le champ captant de Ternay. Et donc on s'est mis autour de la table avec plusieurs vice-présidents qui ont des compétences différentes, santé, économie, agriculture et environnement, pour essayer de comprendre la problématique, de voir ce qu'on pouvait
nous proposer et comment on pouvait pousser l'État à agir aussi, puisqu'on a interpellé sans succès le ministère de l'Environnement, la préfecture et bien sûr la Première ministre. Donc on a mis en place une stratégie qui visait à protéger évidemment la population et l'environnement en essayant de connaître les sources de pollution sur le territoire et les transferts de polluants, en contribuant à l'amélioration de la connaissance. Vous l'aurez compris dans la présentation de Louis Delon et d'Émilie Rousseau, il y a encore plein de questions sur ce sujet-là, il y a encore plein d'inconnus. Il y a une vraie nécessité à avancer, à faire progresser la connaissance sur beaucoup de sujets qu'on va rapidement aborder. Protéger les habitants, les ressources naturelles et l'environnement, je l'ai dit, et évaluer les risques sanitaires pour la population. Alors c'est absolument pas une compétence de la métropole, mais on a vraiment souhaité aller sur ce champ-là, puisqu'en fait on était en face d'une fabrique du doute, ce qu'on appelle la fabrique du doute, c'est-à-dire un discours, notamment des entreprises chimiques qui disent on ne sait pas, on n'a pas les preuves, on n'a pas les études qui permettent de dire qu'il y a un impact sur la santé humaine. Or, il y a suffisamment d'études à l'échelle internationale pour se dire aujourd'hui qu'il y a des véritables impacts sur la santé humaine et on voulait contribuer donc à l'amélioration de la connaissance là aussi. Alors, la première chose, c'était effectivement protéger les habitants en sécurisant l'approvisionnement en eau potable. On s'est mis au travail très rapidement. Pendant 18 mois, on a travaillé avec le syndicat Eau du Sud. On a fait des études pour voir comment on pouvait arriver à amener des solutions. Amener des solutions non pas pour supprimer les perfluorés, puisqu'ils étaient toujours émis par les entreprises en question, Arkema et Daikin, toujours rejetés au milieu, mais comment les filtrer. On a, j'ai oublié de mentionner, dès le début de cette problématique, appelé l'État à deux choses essentielles, qui étaient d'appliquer le principe de précaution, qui n'a jamais été appliqué. Il est appliqué pour les œufs, enfin dans les directives qui nous sont données, mais enfin ça c'est pas ce qu'on appelle le principe de précaution, hein, c'est pas la suppression totale à la source d'une pollution. Et puis l'application du principe pollueur-payeur. Aujourd'hui, ces deux principes, qui sont pourtant constitutionnels, qui sont inscrits dans la loi, ne sont pas appliqués. Donc, comment sécuriser l'approvisionnement en eau potable? On a commencé à travailler aussi à la mise en place d'analyses, parce qu'on avait très peu d'analyses, on ne les cherchait pas, les perfluorés. On cherchait deux perfluorés, hein, le PFOA et le PFOS. On ne cherchait pas les autres perfluorés, puisqu'il n'y avait pas de normes en France, il n'y avait pas de cadre réglementaire qui obligeait à les chercher. Et donc, on a fait des analyses tous les 15 jours pour produire effectivement une connaissance de l'impact sur la ressource en eau. On a également fait des recherches pour connaître les transferts de pollution, c'est-à-dire comment ça se transfère jusqu'au champ captant, par exemple, de Ternay, quand Arkema émet dans ses rejets industriels des perfluorés, quelle est la durée de transfert, la quantité, enfin il y avait plein d'études à faire à ce niveau-là aussi. Il y avait un travail à faire sur la fiabilité des mesures, puisque les laboratoires n'étaient pas équipés pour faire une analyse sur ces 20 perfluorés. Il y avait très peu de laboratoires en France qui les faisaient, ils n'étaient pas agréés, ils étaient agréés pour 8 des 20 perfluorés. Donc avec des mesures, avec des marges d'erreur sur les analyses qui sont quand même assez importantes encore. Donc on a préparé pendant 18 mois un plan d'action de mise en conformité qui ne vise aujourd'hui qu'à diluer, c'est le seul moyen que nous avons, qu'à diluer ou à filtrer, par des solutions que je vais vous expliquer, les perfluorés qui arrivent sur le champ captant de Ternay. On a également arrêté certains captages. Alors on trouve des perfluorés partout, ça a été dit précédemment, hein. On en trouve même dans les glaciers alpins, et vous avez vu sur les fartes de ski, qui est un problème d'ailleurs sur les semelles de ski même. Et on en trouve dans le sang des ours polaires, pour vous dire un petit peu à quel point notre environnement est totalement envahi par les perfluorés. Et on en a trouvé donc sur la nappe de l'Est, puisqu'il y a une nappe phréatique sur l'Est de la métropole, dans lequel nous avons des captages qui sont des captages de secours, qui sont des captages importants, hein, puisqu'ils viennent effectivement en substitution quand on a potentiellement une problématique sur le champ captant de Charlie. Et ces captages ont été arrêtés. Pourtant, c'est des captages stratégiques, puisqu'on a trouvé également des perfluorés sur la nappe de l'Est. Donc, ils viennent d'ailleurs. Hein.
On a travaillé donc dans ce plan d'action sur la mise en place d'interconnexions de réseaux pour diluer, comme je vous le disais, avec un syndicat, le CIDESOL, et avec Rhône Sud. On a monté en fait un comité de pilotage de tous les services publics d'eau potable qui sont concernés par cette problématique pour arriver à chercher des solutions. En fait, les solutions qu'on a trouvées, c'est un système de filtration à l'usine de Ternay par des chamois actifs, qui est une solution, comme vous l'avez dit, je ne sais plus qui l'a dit dans la salle, mais qui est tout à fait imparfaite parce que ça produit des charbons qui sont saturés en perfluoré, qu'il faut dépolluer, et on a des déchets qui sont des déchets ultimes en fait, aujourd'hui qu'on va effectivement au final brûler, être obligé de brûler. Donc là aussi, on n'a pas toutes les études pour aller voir jusqu'au bout de la chaîne ce que ça produit. Mais en tout cas, c'est une des solutions, la filtration de charbon actif. Et la deuxième solution, c'est la dilution. La dilution, elle ne permet que de redescendre en fait en dessous des seuils réglementaires et pas les seuils de toxicité. Quand on parle du seuil réglementaire, c'est celui qui vous a été présenté tout à l'heure, qui est le seuil de 100 nanogrammes litre. Et ça, c'est un seuil réglementaire pour l'heure qui, à l'avenir, potentiellement, a vocation à être redescendu. Nous l'espérons, puisque aujourd'hui, on peut penser que par rapport aux normes qui sont appliquées dans des tas de pays européens, qui sont beaucoup plus strictes que ça, plus on va chercher, plus on va être amené à réviser ces seuils. Donc les solutions qu'on aura mises en place à ce moment-là ne seront peut-être plus valides dans quelques années. Donc mise en place de solutions de filtration avec Rhône Sud, et puis une préparation du plan d'information aux élus et au public. On est en train de travailler avec les communes là-dessus. Ces solutions sont engagées. Il y a une interconnexion de dilution qui est en train d'être mise en place pour le CIDESOL, pour retrouver la conformité d'une commune qui n'a pas été mentionnée, qui est Marcy-l'Étoile, qui est en partie distribuée par l'eau de Ternay également. Donc ça ramènera la conformité dès juin maximum 2024 pour cette commune-là. Et ça va nous permettre en fait de soulager l'usine de Rhône Sud et d'arrêter progressivement, il y a 6 fils dans l'usine de Rhône Sud, et d'arrêter donc progressivement les fils pour pouvoir mettre en place ces systèmes de filtration à charbon actif. Donc la fin des travaux de l'usine de Ternay est prévue pour fin 2025, début 2026, donc une mise en service complète en 2026. On a également travaillé sur ce qui est la logique, et qui devrait être ce qu'on applique partout pour cette problématique, c'est de stopper les rejets des perfluorés des entreprises. Donc on a pour ça priorisé donc, des contrôles sur les ICPE, installations classées pour l'environnement, c'est des entreprises qui font l'objet d'un suivi et qui sont connectées au réseau d'assainissement. C'est ce qu'on appelle à la métropole le plan micropolluant. C'est un plan qui est soutenu par l'agence de l'eau, puisqu'on a la police de l'assainissement, la capacité à faire ce contrôle. Et on a contrôlé 150 industries qu'on avait classées prioritaires. Et je peux vous dire que nous avons trouvé beaucoup de choses. Alors, on n'est pas uniquement sur les perfluorés, mais on a intégré les perfluorés dans toutes les mesures qu'on leur demande de faire. Ce qui nous a permis effectivement de cibler des entreprises utilisatrices ou émettrices de perfluorés. Il y a d'autres substances, il n'y a pas que les perfluorés. Donc un plan micropolluant qui est en train de produire ses effets avec donc des mesures qui ont été demandées aux entreprises de suivi très régulier et de suppression donc à la source de cette pollution. On a également lancé une campagne d'analyse de rejet des substances dangereuses dans les eaux. Et là, on mesure également les micropolluants, dont 5 perfluorés, dans 11 stations d'épuration de la métropole. On a travaillé encore ces derniers temps ce plan de travail sur les perfluorés dans les stations d'épuration, en essayant de mesurer ça sur la matrice d'égout, qui est assez compliquée.
Aujourd'hui, on n'a pas encore les méthodes d'analyse qui nous permettent d'avoir des résultats très fiables sur le bout des stations d'épuration. On mesure les effluents en entrée de station d'épuration et en sortie de station d'épuration. Et on va maintenant mesurer les micropolluants dans l'ensemble des compartiments de l'eau dans le milieu naturel, c'est-à-dire dans tous les ruisseaux de la métropole. On a déjà des analyses. Et donc, on est sur un travail qui va nous permettre d'avoir des résultats disponibles assez rapidement dans le premier semestre de l'année début 2024, avec, je peux vous le dire néanmoins, des résultats dans les stations d'épuration qui n'ont rien à voir avec ce qu'on mesure, évidemment, à la station de Ternay ou au niveau des rejets d'Arcuma. On est très très en dessous, fort heureusement, dans ce qui est mesuré aujourd'hui. Sur la connaissance des sources de pollution, on a lancé une étude des sites et sols pollués de la métropole de Lyon. Alors, je ne sais pas si vous, de Lyon, êtes au courant de ce travail qu'on est en train de faire. C'est donc la direction du foncier qui a lancé ça à la métropole. Et on a donc un recensement des sites du territoire qui sont potentiellement concernés. Les sites industriels ou les activités qui peuvent induire l'usage de bière fluorée, les sites utilisés par les pompiers, avec une définition des priorités d'intervention, avec un classement des suspicions fortes à faibles, des risques sanitaires élevés, et on a un rendu d'études également au premier semestre 2024. Là, on a vraiment besoin de confirmer ou d'infirmer les suspicions par des analyses de sol. On a dans certaines zones des pollutions historiques qui ne sont même pas forcément liées à leur usage actuel, mais qu'on peut constater aujourd'hui en faisant cette étude des sites et sols pollués de la métropole. Donc là aussi, une amélioration forte de la connaissance quand on aura une visibilité globale sur cette étude. Voilà, sur le PowerPoint ne marche pas très bien, il ne marche pas dans le bon sens. Voilà, donc marche arrière. Voilà. Sur la connaissance de la pollution dans l'environnement. Alors on a lancé un travail donc notre affaire à tous l'a mentionné, avec l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, qui existe depuis longtemps, qui est un institut qui a une vraie reconnaissance académique, qui regroupe des citoyens, des scientifiques, des élus, et qui se sont mobilisés justement par rapport aux pollutions du secteur qui touche Fos. Et cet institut, qui a maintenant une vraie reconnaissance académique, nous permet de lancer un certain nombre d'études. Donc, en coopération avec eux, on a lancé une étude de pollution de l'environnement, ce qu'on appelle l'étude Matisse, qui va durer 3 ans, qui doit répondre à 3 questions. Quels perfluorés sont retrouvés dans l'environnement? Quelles sont les voies de transfert et les modes d'exposition? Quel effet sur l'animal et sur la santé humaine d'une exposition chronique, donc de toxicité également. Je vous passe toutes les étapes. Mais c'est financé par la métropole de Lyon et la métropole d'Aix-Marseille, et on aura les premières analyses environnementales mi-2024. On lance également avec l'Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer, j'allais dire un pack d'études qu'on est en train de lancer avec eux, une étude sanitaire d'imprégnation sur la santé humaine qui s'appelle PERL, qui va durer 4 ans. Alors tout ça, c'est des études au long terme, mais c'est des études qui sont nécessaires pour prouver la toxicité de ces produits et pour pouvoir ensuite prendre les mesures qui vont s'imposer et faire progresser la connaissance justement pour s'appuyer sur ce qui va en sortir. Donc elle va durer 4 ans, elle va travailler sur les transferts entre l'environnement et l'humain, elle va comparer les expositions locales avec les valeurs internationales et explorer les répercussions sanitaires. Il y a des ateliers qui ont déjà commencé à Pierre-Bénite, Saint-Fond, Solèze et Givors. Il y a 150 participants actuellement à cette étude sanitaire. Et donc, il y a des ateliers de validation qui ont lieu au printemps, des autorisations d'études sanitaires, parce que c'est complexe, en fait. Il faut que les personnes qui contribuent autorisent effectivement ces études. Et une campagne de prélèvement qui va être faite en 2025, puisqu'on étudie également le mode de vie des personnes, leur exposition dans leur environnement, et c'est pas seulement la prise de sang, c'est beaucoup plus complet et beaucoup plus complexe que ça. Et une analyse des résultats qui aura lieu en 2026-2027.
Et tout ça a lieu en relation, en coopération, pardon, avec le CLARA, l'Institut de cancérologie Rhône-Alpes, le Centre Léon Bérard, et un partenariat avec Santé publique France qui nous a rejoints quand elle a su que nous avions lancé cette étude. Voilà, on a également lancé un travail avec Clara, qui est donc l'étude Astéropa sur le cancer, qui est une revue des études bibliographiques du CIRC, le Centre international de recherche contre le cancer. C'est celui qui s'est réuni à Lyon il n'y a pas longtemps, je ne sais pas si vous avez vu l'article sur le sujet, et qui a définitivement classé le PFOA comme cancérigène. Après de multiples études internationales. Donc une étude qui est lancée avec le CLARA, et puis on va faire un travail avec l'Institut Léon Bérard aussi, une étude de bioimprégnation sur le cancer du testicule. Ils avaient une cohorte qui avait été constituée pour faire le lien entre pesticides et cancer du testicule. Une cohorte qui est assez récente, d'il y a 3 ans, et qu'ils ont conservée, et qu'on va pouvoir mobiliser. Là, c'est une cohorte de 700 personnes qui a contribué à cette première étude, et qui va être réutilisée pour faire le lien entre perfluoré et cancer du testicule, puisque, comme l'a dit Louis Delon, c'est une des conséquences qui est ciblée dans la problématique des perfluorés. Et puis on fait un travail aussi de modélisation sur les dépôts de poussière dans le sud lyonnais. Voilà, donc tout ça, ça vous donne une cartographie de l'ensemble des études qu'on a engagées, avec un calendrier, grosso modo, de l'ensemble de ces études, qui va vraiment nous donner les moyens d'avoir une vision beaucoup plus fine et beaucoup plus intéressante et appuyée scientifiquement pour pouvoir prouver la toxicité et les conséquences de l'ensemble de ces polluants dans notre secteur et dans la métropole de Lyon. Donc c'est le travail qui est engagé par la métropole de Lyon. On se réserve d'ailleurs d'avoir recours à d'autres moyens ultérieurement, mais on a besoin d'en passer par là aujourd'hui pour pouvoir, même si ce n'est pas satisfaisant pour les citoyens, et je l'entends, pour pouvoir faire avancer ce sujet-là, y compris donc, au niveau national, puisque c'est des choses qui vont avoir un retentissement fort, puisque la métropole est quand même une collectivité puissante et importante. Ce que je peux vous dire pour finir aussi, c'est que la mobilisation des citoyens nous aide grandement, et c'est vraiment essentiel que les citoyens continuent à être mobilisés sur ces sujets-là. Et nous comptons vraiment sur une évolution, ça a déjà été mentionné, mais sur une évolution de la loi au niveau national. N'attendons pas que l'Europe se prononce, qui est d'ailleurs le sens du rapport du député Cyril Axiville, qui renvoie en fait ces décisions et la réglementation au niveau européen. On peut aujourd'hui, dès aujourd'hui, le traduire en droit français, et il y a un projet de loi qui est présenté par le député écologiste Nicolas Thierry, qui sera étudié par l'Assemblée nationale le 4 avril. Je vous invite à regarder les débats autour de ce projet de loi, mais qui donc propose, il est en ligne un projet de loi, vous pouvez consulter, vous tapez proposition de loi Nicolas Thierry perfluoré, vous allez le retrouver, vous allez le retrouver et vous aurez tout le contenu du projet de loi. Et donc il propose de sortir ce projet de loi très rapidement des perfluorés, sachant que dans 95% des cas, à peu près, nous pourrions nous passer de cette molécule dans les usages qu'elle a aujourd'hui. Il y a encore des usages qui sont problématiques, notamment le matériel médical qui contient des perfluorés, mais on pourrait l'éliminer d'ores et déjà très facilement dans de nombreux usages actuels. Voilà.
Il faudrait une précision, s'il vous plaît. Si j'ai bien compris, on a entendu de construire une usine de filtration sur les captages du sud de l'Inde. C'est ça? Alors, c'est pas seulement la dilution qu'il va y avoir, mais aussi une usine de décontamination. Oui. Alors, c'est dilution dans un premier temps, effectivement. Alors, j'ai oublié de vous mentionner un projet sur lequel on a travaillé, mais parce qu'on ne sait pas encore comment on va le faire et dans quelles conditions on va le faire. Mais dilution, effectivement, pour que le silésol puisse desservir Mars et l'étoile sans prélever sur le captage de Ternay, ce qui permet de soulager l'usine de Ternay, on met en place une filtration à charbon actif. Ce que j'ai vaguement évoqué, c'est effectivement un projet d'interconnexion avec le champ captant de Sud qui amènerait, alors là c'est un plus gros projet, hein, c'est un projet qui il faut tirer 10 km de canalisation, passer sous le Rhône, c'est un projet à 15 millions d'euros, et c'est un projet qui demande au moins 3 ans de réalisation, 2 à 3 ans de réalisation, hein, les études ont été faites, qui amènerait effectivement une eau du champ captant de Charlie pour diluer. Mais il ne résout pas le problème, en fait. Il ne fait que diluer pour redescendre en dessous des seuils. Même si vous amenez la moitié de l'eau, à condition qu'elle se dilue vraiment, qu'il n'y ait pas un apport supplémentaire qui fasse, donc qui fasse que la dilution ne se fasse pas aussi bien qu'on le pense, de toute façon, diluer 200% de 200 nanogrammes litre, la ramener à 100 nanogrammes litre, on est encore au niveau du hotspot, parce que quand on dit la norme elle est à 100 nanogrammes litre, c'est le niveau du hotspot, c'est-à-dire qu'à partir de là, on considère que c'est une région très polluée, enfin très dangereuse. C'est le maxi les 100 nanogrammes. C'est pas la norme. C'est le seuil, oui, c'est le seuil réglementaire. Seuil réglementaire. C'est ce qu'on a dit, c'est pas un seuil. Ce qui veut dire le maxi autorisé. Là, on est à 200%. Mais on ramène à 100%, ça ne peut pas satisfaisant. Alors, on n'est pas à 200. Hein. On n'est pas à 200. Pour les dernières analyses que j'ai, on est entre 120 et 150. Hein, là. Mais c'est un plateau, ça ne diminue pas. C'est-à-dire que ce n'est pas corrélé, ça ne baisse pas en corrélation avec la baisse des émissions d'arguments. Donc ça c'est encore un autre sujet. L'interconnexion dont je vous parle, elle est étudiée actuellement dans le cadre du schéma directeur au public du Grand Long qu'on est en train de lancer parce qu'elle reste pertinente. C'est-à-dire que le champ captant de Ternay, il restera en dessous de la vallée de la Chimie. Donc si ce n'est pas une pollution perturée, ça peut être une pollution à n'importe quoi d'autre d'ailleurs, dans l'ensemble des substances qui sont utilisées sur cette plateforme de la vallée de la Chimie, ça reste une zone Céveso et ça reste extrêmement problématique d'avoir un champ captant qui est en dessous de cette vallée de la Chimie. Et donc, c'est essentiel de penser à l'avenir, à des interconnexions de secours et en tout cas à la capacité à apporter de l'eau saine et conforme aux populations, quoi qu'il en soit. Donc, c'est quand même quelque chose qui est étudié dans le schéma directeur. Oui, concernant les actions futures de notre affaire à tous sur le plan juridique, j'ai cru comprendre qu'on pouvait vous soutenir financièrement. Est-ce le cas et comment peut-on faire? Merci pour la question. Pour avoir travaillé avec Maître Chance, je sais qu'en fait, elle souhaitait cette action en tant qu'action d'intérêt général, c'est-à-dire de permettre au maximum de personnes de pouvoir se joindre à l'action. C'était... par contre, sur les questions financières, je ne pourrais pas vous répondre parce que je pense que malheureusement, je ne sais pas si on n'a pas fait d'appel à soutien financier pour soutenir cette action. On a surtout essayé de relayer au maximum auprès des médias, auprès des citoyens pour vraiment sensibiliser et faire en sorte que cette question et ce recours juridique soit connu du grand public parce que je me rends compte aujourd'hui, j'étudie à Lyon et très peu encore de personnes de mon entourage ont entendu parler, je ne parle même pas du référé pénal environnemental, mais même de la pollution des PFAS en elle-même. Et donc nous, on essaye vraiment de faire en sorte de mettre cette question intégrer cette question dans le débat public et de réunir les citoyens et toutes les personnes concernées
pour pouvoir voilà, en parler et faire en sorte que les gens se saisissent de cette question. Pour ce qui est des actions futures, on réfléchit à si jamais la cassation n'aboutit pas, si ça ne va pas dans notre sens, on réfléchit à d'autres moyens d'action. Forcément, on sait qu'actuellement il y a une enquête pénale qui a été ouverte contre Arkema, qui a suite à une plainte de plusieurs communes. Donc voilà, on essaye aussi de voir si ça pourrait aboutir à quelque chose, sachant que l'enquête pénale va prendre du temps. Voilà, je ne sais pas trop comment répondre à votre question parce que je ne me rends pas compte, mais merci beaucoup d'avoir posé. Oui, il y a une question. Voilà, moi, je suis représentant local de Génération Future. Et moi, franchement, avec l'assistante et l'organisation que vous mettez en place avec votre collectif, on peut que s'en féliciter. C'est comme ça qu'on va aboutir à quelque chose, comme le disait Alain Terrain. Il faut qu'il y ait une mobilisation citoyenne pour faire évoluer les choses. Alors, je vais vous résumer un peu les actions qu'on a mis en place de Génération Future. Alors, sur le territoire, on était là depuis le début, donc on a accompagné Martin Guillot, le journaliste de France 5. Après, on a organisé des réunions publiques aussi, des manifs. On n'a jamais pu avoir l'ampleur de la mobilisation de ce soir. Donc, c'est bien. Continuons tous unis. Des collectifs, il y en a de partout. Donc, il y a Ozo Seine qui a monté un travail formidable. Nous, sur l'Ouest Lyonnais, c'est pareil, on en a un qui s'appelle Polyocataire, qui réunit beaucoup de personnes sur la sobriété, dont l'absence de pollution sur notre territoire. Et voilà. Alors pour nos actions en Génération Future, donc, là on est sur 3 plaintes contre X dans 3 régions, puisqu'on a ciblé aussi des hotspots suite à l'enquête qui a été révélée par Le Monde sur les sites qui polluent à la fois le Doubs, la Loire et le Rhône, hein, parce que là, les dernières analyses qu'on a pu faire avec nos équipes dans le Gard, à Salins, et ça dépasse l'entendement. Je veux dire, là, il y a des rejets pas possibles. Après, c'est le TF1. Le TF1, c'est l'acide trifluoroacétique. Mais ça, c'est pareil, c'est un fait face. Et c'est 36 fois ce qui est rejeté dans le Rhône à Pierre-Bénite, par exemple, sur le site du FPS. Et donc voilà, on est sur ces plaintes, et bon, on sera toujours en action avec tout le monde. Hein, là, et par rapport au projet de loi de Nicolas Thierry, on a un outil, nous, sur notre site, c'est Shape ton politique. Alors, ça permet d'interpeller les députés sur la position qu'ils auraient par rapport à ce projet de loi. Donc, je vous invite à aller faire un tour sur notre site dans quelques temps, parce qu'il n'est encore pas actif. Mais là, justement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont électeurs de la 11e ou de la 12e circonscription. Mais voilà, on pourra toujours les interroger, on pourra surtout les interroger pour savoir un peu ce qu'ils vont voter sur ce projet de loi, notamment sur le principe pollueur-payeur, qui serait quand même une solution pour éviter que les citoyens et les collectivités payent les pots cassés. Dans la salle, mais c'est peut-être une bonne transition pour que le collectif citoyen local se présente. Mobilisation citoyenne. Juste moi, j'avais une petite concernant la pollution de l'air. On parle beaucoup de l'eau, mais l'air, finalement, on en sait beaucoup moins. Nous, à Pierre-Bénite, c'est ce qui nous concerne, parce que c'est ce qui contamine nos sols. Il y a des systèmes de filtration. Est-ce qu'on fait des mesures? Tu disais qu'il y a une étude qui va le faire. Il y a des systèmes de filtration sur les 2 plateformes, Arkema et Daikin, mais j'ai eu précisément la semaine dernière ce qui est émis au niveau des fumées par ces 2 entreprises. On est à 100 grammes par jour de rejet atmosphérique. 100 grammes par jour, ça fait 40 kilos par an. 40 kilos, l'État nous dit c'est pas beaucoup.
40 kilos, c'est quand même énorme si les fumées retombent sur une zone qui est de 500 mètres autour de la plateforme, autour du nuage, entre guillemets. Donc c'est énorme, et c'est surtout c'est multiplié par X années. Donc c'est ce qui explique aussi certainement la pollution des sols qu'on a constatée. C'est après filtration, absolument. C'est les rejets actuels. C'est le taux combien de PFAS sont rejetés dans l'air par les incinérateurs des stations d'épuration? C'est dérisoire, les incinérateurs d'air, bien sûr, parce que ce qui rentre dans les stations d'épuration, en admettant qu'on c'est 1,4 microgramme, nanogramme litre, je ne sais plus exactement, mais ça, on a fait le calcul il n'y a pas longtemps. C'est par rapport à ce qui est émis par les entreprises en question, c'est absolument dérisoire. Y compris la station de Saint-Fond Y compris la station de Saint-Fond. Formidable. Mais je pourrais vous les communiquer, tirer les chiffres, hein. sans problème. C'est vraiment tout à fait... Je sais qu'il y a quand même 32 000 tonnes de boue qui vont être incinérées sur l'incinérateur de Charny. Oui, Parce oui, qu'on tout va à fermer fait. l'incinérateur de Saint-Fond. Tout à fait. Mais Et moi, je m'inquiétais sur toute la vallée amont et aval, suivant les vents. On s'est posé la question, hein. C'est pour ça qu'on a mesuré très précisément, et J'avais- même en imaginant que tout le J'avais posé la perfluoré qui question, rentre monsieur soit incinéré, ce qui n'est J'ai pas le posé cas. la question à M. Atanas qui m'a dit on n'a pas les moyens de faire des analyses. Si, on les a. en amont Je les ai et eus récemment. Donc je pourrais vous les... Formidable. Alors, je crois que les questions vont reprendre après. Voilà, si vous souhaitez vous mobiliser, on a monté un collectif. Alors ce collectif, il est un nouveau collectif, on va dire, puisque vous avez vu qu'il y en avait pas mal. Ce collectif s'est constitué autour de Pierre-Rémy Théoulin depuis fin 2023. Il a pour objectif de lutter contre la pollution au PFAS, que cette pollution soit surveillée et stoppée, mais également d'obtenir réparation et que le pollueur soit le payeur. Parce que vous avez vu, par exemple, tout ce que la métropole vient de dénoncer. Qui est-ce qui va payer? Ce n'est pas les entreprises. C'est évidemment la métropole et donc nous, en quelque sorte. Donc ce collectif, il est vraiment dans cette idée de pollueur-payeur. Ce collectif, ce qu'il souhaite, c'est mettre en place des actions, mais comme tout collectif, c'est vraiment chacun qui fait partie du collectif, en respectant un certain nombre de règles un peu démocratiques, évidemment, mais qui peut initier des choses. Et aujourd'hui, 3 groupes sont constitués et ont initié déjà des actions importantes. Il y a un groupe production qui est plus attaché à ce que fait Arkema et à dénoncer ce que fait Arkema. Donc il y a actuellement des visuels un peu offensifs qui sont en cours. Enfin, voilà. Il y a un autre groupe qui travaille sur la constitution d'un éco-syndicat. Là, c'est vraiment un syndicat de riverains, alors très proche des riverains, très directement concernés par la pollution et atteints par cette pollution, et qui pourrait rentrer en contact avec les usines directement pour essayer de négocier en direct, c'est-à-dire de créer un rapport de force. Donc ce groupe est en train de faire ce travail qui me semble absolument indispensable et très intéressant. Et le 3e groupe actuellement travaille sur l'information de la population et le recensement des préjudices provoqués par cette pollution. Ça, c'est un travail de fourmi, c'est un travail auprès des écoles, avec avec les enseignants, avec les médecins généralistes et tout ça. Ces groupes, c'est vraiment à l'initiative de nous, c'est-à-dire que quelqu'un a une idée, on va la creuser. Et je pense que c'est ça qui est important dans un collectif. Mais le collectif, il a aussi pour vocation, et ça je pense que c'est aussi extrêmement important, cette liste, elle n'est pas exhaustive, vous l'avez compris, si vous venez, vous avez envie de travailler sur un truc, on travaille. Il y a, en tout cas, pour nous, un groupe qui se décide et qui va travailler très très rapidement
sur l'extension à Daikin, parce que ça nous est insupportable. Donc là, on a déjà des pistes de travail, voilà. Vous l'aurez compris, on travaille par petits groupes et on recentralise à un certain moment. Voilà. C'est pas free, c'est pas on fait ce qu'on veut, on fixe des règles. La règle principale, c'est qu'on n'ira jamais sur des violences, mais par contre, on peut être ferme et effectivement, on peut conduire des actions qui soient des actions offensives. L'autre chose, c'est que le PFAS contre terre s'associe aux autres pour soutenir d'autres luttes. L'Alliance écologique et sociale, par exemple, est en train de faire un travail en prévision des européennes. Le collectif PFAS contre terre s'associe pour faire masse et pour encourager un certain nombre d'actions. Donc à certains moments, comme disait tout à l'heure Denis, Génération Future l'an dernier, quand ils avaient fait les actions sur la place Bellecour, il y avait peu de monde parce qu'on n'arrivait pas à... Aujourd'hui, il y a une action qui se propose et nous, on relaie l'information et on y va et on essaye de faire masse. Voilà. Ça sera aussi le cas avec notre affaire à tous si jamais le référé avance, on sera derrière notre affaire à tous. On y a déjà été, on le sera. Je ne vais pas être plus long que ça, vous avez encore des tas de questions. Par contre, si vous êtes intéressé pour nous rejoindre, vous avez une adresse là, et on vous mettra sur notre listing pour vous informer, et voilà. Et sinon, à la sortie là-bas, vous allez trouver des membres du collectif qui pourront prendre aimablement vos noms, vos coordonnées, qui pourront vous expliquer ce qu'on fait. Voilà. Oui, bonsoir. Merci pour la qualité de vos interventions respectives. C'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai une question. Qu'en est-il des PVDF exactement? Est-ce qu'il va y avoir des études prévues sur leur niveau de toxicité? Dans la mesure où on imagine que si en 2070, il y a enfin une loi qui encadre un petit peu la problématique des PFAS, le PVDF faisant partie du plan de la transition énergétique, étant donné qu'il est directement lié à la production des batteries lithium et de la production des microprocesseurs, qu'il est aussi soutenu par l'État dans ce cadre-là, ne soit pas concerné par une loi contraignante. Du coup, ma question est, est-ce qu'il y a des études qui sont prévues de grande ampleur sur ce sujet-là pour préciser vraiment la toxicité de ce polymère? Merci. Alors, pas à ma connaissance, mais je ne sais pas tout sur le sujet. En revanche, le PVDF est visé par la restriction européenne. Donc si la restriction passe, le PVDF fait partie de la liste fait partie des PFAS visées. Mais voilà, vous savez peut-être, il y a une demande de la part de l'industrie d'exempter les fluoropolymères de cette restriction dont le PVDF fait partie. Le sujet des polymères est assez complexe à traiter. Alors, je sais, parce que j'ai encore fait pas mal de relations au milieu, que les industriels cherchent des alternatives au PVDF, mais tout comme ils cherchent des alternatives aux nations, tous ces polymères fluoriques qui sont utilisés parce que le PVDF c'est une il y en a beaucoup d'autres. À mon sens, le sujet des polymères doit être traité différemment du sujet des petites molécules de fluorosurfactants, des pesticides, etc. Parce que c'est pas tout à fait les mêmes problématiques. Et le fait de dire si on doit se passer ou pas du polymère fluoré, c'est davantage un choix sociétal que un sujet, réglementaire, parce que je ne crois pas que le PVDF, enfin, je ne peux pas croire que le PVDF soit interdit à court terme. Enfin, pour moi, ça ne paraît pas envisageable au vu des choix qui sont pris aujourd'hui. Je ne saurais même pas dire si c'est souhaitable. Hein. Enfin, aujourd'hui, ce qui est très problématique avec le PVDF, c'est la façon dont on le produit. Et
Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire en fin de vie, quoi. Donc, voilà. Bonsoir, merci pour vos interventions. J'ai deux questions. Quels sont les coûts financiers de toutes ces mesures de la part de Lyon Métropole? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il y a un principe de rétroactivité pour leur payeur? J'espère bien qu'il y aura un principe de rétroactivité du principe pollueur-payeur. Parce qu'effectivement, il y a d'énormes frais qui sont engagés par les collectivités, mais ça, c'est, j'allais dire, les collectivités essayent de répondre à l'urgence. L'heure des comptes n'a pas encore sonné, et nous espérons bien, effectivement, que nous allons pouvoir le faire activer, ce principe pollueur-payeur. Pour vous répondre très précisément, sur les études, là, la métropole a investi déjà 250 000 €. Il y a d'autres financements, puisque vous avez vu que Santé publique France s'est joint à nous là-dessus, et la métropole Aix-Marseille également. Sur les travaux sur l'usine de Ternay, c'est 5 millions d'euros, et 5 millions d'euros sur un petit syndicat d'eau potable, qui n'a pas du tout la même capacité d'investissement qu'au l'équipe de Grand Lyon, mais c'est eux qui sont en demeure de réaliser l'investissement, et c'est 600 000 € de fonctionnement annuel supplémentaire pour le renouvellement de charbon actif. Et puis l'interconnexion dont je vous ai parlé, qui est à 15 millions d'euros, mais qui est une interconnexion dans l'hypothèse, donc dans le futur, pour sécuriser les systèmes. Donc des coûts très importants pour ce syndicat, qui aujourd'hui nous font dire qu'on est dans une problématique de double peine. C'est-à-dire qu'à la fois les habitants de ces communes sont impactés par la pollution, et potentiellement ils pourraient être aussi impactés par une augmentation très importante du prix de l'eau. J'ai une petite question rapide. Pour l'instant, on est une cinquantaine de requérants. Pardon. Moi, j'avais une question pour le collectif Notre Affaire à tous. Pour l'instant, on est une cinquantaine de requérants, mais je me dis, vu le nombre de personnes qui y en a dans la salle, on pourrait être bien plus nombreux. Moi, je pense que c'est une action collective qui est vraiment importante parce qu'elle passe par des voies juridiques qui sont nos tutelles, en fait, et qui permettront, à mon sens, de prendre des décisions fortes vis-à-vis de Delphine et d'Arkema. Et donc, moi j'ai entendu qu'il y avait une personne qui proposait d'apporter son soutien financier. Et je pense que c'est très important parce que il faut qu'on puisse avoir une action qui soit accessible financièrement à tout le monde. Et on sait que les populations de Pierre-Bénite, qui sont les plus touchées quand même par cette problématique, ne sont pas forcément les populations les plus aisées sur la métropole. Donc je pense que si chacun rejoint le collectif et devient requérant, on aura un poids énorme et c'est là où on va avancer le plus vite à mon sens. Je pose une question à la métropole. Je suis obligée de faire un petit détour pour expliquer le contexte. Je viens de passer un mois à l'hôpital de Givors, qui dépend des hospices civils de Lyon. Très bonne ambiance, hôpital que je vous recommande. J'ai été très heureuse, le personnel est formidable. Toutes les explications me sont données, le personnel médical est super sympa, tout le monde se dit bonjour, enfin bon, très bonne ambiance. Mais, qu'est-ce qu'on nous sert? L'eau du robinet, polluée au PFAS. Donc j'ai posé la question au médecin juste avant de partir, lui disant, mais qu'est-ce que vous faites? La réponse qu'il m'a faite, c'est dire, depuis 10 ans, les hôpitaux n'ont plus, les hospices civils, je pense, n'ont plus la possibilité de payer de l'eau en bouteille pour les malades, donc on leur sert l'eau du robinet. Est-ce que vous ne pourriez pas faire une exception pour l'hôpital de Givors avant que soit mis en place le système que vous avez proposé? Première question. Alors ensuite, j'en profite pour dire que j'essaye de sensibiliser, moi, tous les personnels soignants, mais c'est aussi bien les psychologues que, c'est pas seulement un soignant, mais les enseignants, les ATSEM, tous ceux qui s'occupent, en particulier des enfants autistes par exemple,
pour qu'ils se rencontrent et qu'ils puissent travailler ensemble. Et ça, j'ai beaucoup de difficultés chaque fois que j'en parle à un de personnel et une personne de cet ensemble, parce qu'ils sont débordés, parce qu'ils ne sont pas sensibilisés, etc. Donc, je relaye ce qu'avait proposé Claudie, c'est qu'effectivement, il y a un travail qui soit fait auprès de tout le personnel soignant en termes élargis. Sur la question des bouteilles plastiques qui viendraient se substituer à l'eau du robinet, d'abord ce ne serait pas que l'hôpital, mais ce serait l'ensemble des écoles et des crèches et de toutes les structures, EHPAD, etc., de l'ensemble de ces communes. Donc ça, le mettre en place est quasi impossible en fait. Et je vous engage à regarder toutes les études qui ont été faites sur les bouteilles en plastique. Dernièrement, et tous les scandales qui en sont sortis, il y a en l'espace d'un mois une étude qui a montré qu'il y avait 100 000 particules de microplastique dans une bouteille plastique. Sans compter que un certain nombre d'entre elles contiennent également, 5% environ, contiennent également des perfluorés, mais qu'il y a eu également des eaux qui ont été donc frelatées, entre guillemets, puisqu'elles ont été filtrées pour être rendues conformes à ce que doit être une eau minérale, voire mélangées à de l'eau du robinet. Donc la confiance qu'on peut avoir, enfin, moi je dis toujours, effectivement, on est dans une problématique ici, liée au perfluoré qui est particulièrement problématique, enfin qui est particulièrement préoccupante et problématique, mais enfin, rien ne vaut l'eau du robinet aujourd'hui, c'est le produit alimentaire, entre guillemets, si on l'appelait comme ça, qui est le plus contrôlé en France. Ce que je voulais savoir, c'est... Il y a une question derrière. C'était juste pour rebondir sur une proposition que vous aviez qui était de supprimer les emballages. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce lien entre emballage et préserver notre santé vis-à-vis des PFAS, concrètement? Alors, ce n'est pas tous les emballages qui contiennent des PFAS, c'est certains emballages. En fait, en général, pourquoi est-ce qu'on a mis c'est des polymères greffés. En fait. Polymère greffé, c'est quoi? C'est un polymère sur lequel on va greffer un PFAS. Et en fait, le problème de ces polymères greffés, c'est qu'ils peuvent relarguer les PFAS juste en coupant une liaison qui relie le PFAS au polymère. Et ces molécules-là, on les a utilisées dans les papiers, dans l'industrie du papier, parce que les PFAS ont une particularité, ils ont une propriété particulière, c'est qu'ils sont à la fois hydrophobes et holophobes, c'est-à-dire qu'ils n'aiment ni l'eau ni l'huile. Alors quand vous mettez des frites dans une barquette, vous n'avez pas envie que quand vous prenez la barquette, vous ayez plein de gras sur les doigts, donc c'est pour ça qu'on a utilisé les PFAS dans les emballages alimentaires. Et c'est certains emballages alimentaires, à l'époque, vous aviez au McDo, vous aviez des emballages en PFAS. McDo n'utilise plus, mais on sait qu'il y a des emballages aujourd'hui commercialisés encore en France qui utilisent encore ces molécules. Donc voilà, c'est certains emballages bien spécifiques, c'est pas tous les emballages, et c'est quand en général on veut éviter qu'il y ait de la graisse qui traverse et qui se retrouve sur les doigts. Moi j'ai une question, on parle beaucoup de dilution, d'évolution, de surveillance de l'impact de la population. On parle beaucoup donc de dilution de l'eau, de protection, de surveillance de l'impact sur la population, des pollutions, etc. En attendant la production continue. Est-ce que, moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est qu'est-ce que peut faire la métropole pour faire pression ou empêcher la production de PFAS sur son territoire, notamment par l'aide puisque lui continue. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait, la métropole, puisqu'elle n'a pas cette compétence-là. C'est une compétence de l'État, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer au début. Il n'y a que l'État aujourd'hui, et c'est la préfecture d'ailleurs qui a fait un arrêté de sortie des perfluorés pour Arkema, très modulé par Émilie Rousseau, sortie partielle, qui doit s'arrêter fin 2004. Enfin, cette utilisation du perfluoré doit s'arrêter fin 2024. Mais nous, en tant que collectivité, on n'a pas du tout
la capacité à agir, le choix qu'on a fait, c'est de pousser l'État à agir. C'est-à-dire en étant extrêmement présent sur ce sujet, en lançant des études, en faisant partie d'un comité d'élus qui est réuni par la préfecture tous les 2 mois et qu'on a un peu provoqué parce qu'on a été tellement insistant vis-à-vis des services de l'État que la préfecture a mis en place ce comité de suivi. Et c'est là où nous, on amène effectivement un regard assez critique, enfin, ou même très critique par rapport à ce qui est fait, et où on pousse à agir, l'État à agir sur l'ensemble de ces sujets. Mais on est au maximum de ce qu'on peut faire, puisqu'on n'a pas la compétence, on ne peut rien, on n'a aucune compétence qui nous permet de dire à Arkema. Alors, sachez qu'on a aussi rencontré par 2 fois la direction nationale d'Arkema, la direction du site d'Arkema également, qu'on a fait de multiples courriers. Enfin, on a vraiment fait tout ce qu'on pouvait faire aujourd'hui pour essayer de faire stopper cette pollution. Mais porter plainte, c'est pas possible. Et sur le plan juridique, est-ce que... Oui, alors, on y travaille, on verra, on vous dira. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je dis on s'autorise encore d'autres voies qui ne sont pas encore utilisées. Comment c'est possible que soit autorisé un élargissement encore de l'usine avec des ateliers supplémentaires? C'est la préfecture, c'est ça qui a accordé? Alors, c'est pas autorisé, c'est pas une autorisation. En fait, Daikin n'avait pas. C'est là où. Voilà. Daikin n'avait pas à demander d'autorisation pour cet agrandissement, parce que les molécules qui vont être utilisées ne sont apparemment pas réglementées. Donc, la préfecture, entre guillemets, a pris validation de cet agrandissement, de cette notification d'agrandissement, et encadré cet agrandissement par un arrêté préfectoral, mais elle l'a pas autorisé. Par contre, elle l'a validé par son arrêté. Enfin, c'est pas une validation, mais elle l'a acté par son arrêté préfectoral. Vous voyez la nuance? Ce que je veux dire, c'est que à la limite, c'est presque plus haut, quoi. Je veux dire, Arkema n'a pas demandé de permis pour faire cette. Ah, permis de construire, elle n'a pas demandé la permission d'installer cette nouvelle production. Ce qui est à noter quand même, c'est que dans l'arrêté préfectoral, il est dit que les 3 ou 4 PFAS qui sont utilisés dans le nouvel atelier qui est déjà en fonction, ils devront leur trouver une substitution d'ici 2027. Oui, parce que 2027, c'est la fin de la restriction. Ah, voilà, la réglementation européenne. Sauf s'ils peuvent prouver que économiquement ou techniquement, c'est pas possible. Mais s'ils prouvent que c'est pas possible, ils vont continuer. Parce que l'alternative, ce qu'on appelle l'alternative, c'est une des pistes dans la restriction, ce qu'on appelle ça la restriction universelle des PFAS, qui est étudiée. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'interdire tous les PFAS, c'est d'interdire tous les PFAS quand il n'y a pas d'alternative. Alors voilà, c'est... Ceux qui cherchent des alternatives, c'est les mêmes labos de ces entreprises-là. Ceux qui cherchent des alternatives, ce sont ces labos. Oui, bien sûr, c'est les alternatives. Les centres de recherche souvent intégrés. Le centre de recherche d'Arkema est à Termini-Paris. Il est bien dit, pas seulement techniquement, mais économiquement. S'ils disent que c'est trop cher, on continue. Il disait que l'alternative, c'est à la fois pas d'alternative technique, mais pas d'alternative économique. Alors ça, c'est pas aussi simple que ça dans la restriction européenne, même si là aussi il y a un lobby intense. Mais la notion d'alternative est une notion qui fait partie, enfin, qui est partie intégrante de la restriction européenne et qui est en train d'être étudiée. Donc la préfecture ne fait que reprendre ce concept-là comme le concept d'usage essentiel. On va prendre une dernière question. Je reviens sur la problématique de pollution atmosphérique. Sur la pollution atmosphérique, notamment dans le champ proche des Rivins et de l'école qui est juste à côté. Est-ce que c'est un bon sujet au regard de la quantité de PFAS rejetées, des matrices de transfert, voilà. Est-ce qu'on doit se
satisfaire des conclusions de l'ARS qui dit que les résultats sont rassurants? Non, quand l'ARS maintenant dit que les résultats sont rassurants, j'ai tendance à me méfier. Mais sur l'air, je crois que c'est compliqué en fait. Enfin, c'est compliqué de. Je ne suis pas spécialiste du sujet, hein, mais je comprends que c'est compliqué d'analyser les PFAS qui circulent dans l'air. Ça dépend aussi probablement de. Est-ce que ça vient un jour ou d'un moment? C'est aussi une étude, j'ai oublié de le mentionner, qu'on est en train de faire avec Atmo Rhône-Alpes. Vous savez, qui étudie donc les polluants atmosphériques. Et donc on a mis beaucoup de temps à modéliser. Enfin, Atmo a mis beaucoup de temps à modéliser pour pouvoir faire des mesures. Mais ça fait partie des choses qu'on est en train de faire. Et ça va être lancé aussi. On va faire des mesures pour essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de l'air. Une dernière remarque. Il y a une très grosse inquiétude quand même des gens qui habitent à proximité de l'entreprise. Une très grosse inquiétude de la part des gens qui habitent à côté de l'entreprise, et ils sont en demande d'une action dans ce sens-là. On a fait avec Émilie Rousseau une dizaine de prélèvements de sang. Il y a des prélèvements qui ont jusqu'à 440 fois la norme dans le sang. Pour certaines personnes, il faut absolument qu'on sache les tenants, les aboutissants. Il faut absolument qu'on sache si dans la population il y a plein de gens comme ça. Il faut qu'on soit informé, il faut que les gens soient informés. Il faut qu'il y ait une campagne de dépistage qui soit beaucoup plus massive que ce qui est prévu. Là, les 150 personnes qu'on va tester à l'horizon et qu'on aura les résultats à l'horizon 2027, pour nous, c'est pas satisfaisant. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de plus immédiat et de plus massif pour pouvoir avoir un suivi médical. D'avoir été si nombreux, vous avez compris, plus on sera nombreux, plus on aura de poids face aux industries et plus on pourra agir. N'oubliez pas aussi que votre élection contrat parce que c'est l'Europe aussi qui fixe beaucoup de ces normes. Maintenant, on va pouvoir passer à la détente. Je remercie tous ceux qui ont participé à